l'heure du grand dossier, soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Notre enjeu aujourd'hui, perdre ses enfants. La France prête à la guerre. Avec ces mots, le plus haut gradé français, le général Fabien Mandon, a déclenché une tempête, accepter de perdre nos enfants. Qui n'a pas eu la discussion ces dernières heures? Un chef d'état-major des armées peut-il dire ça? Qui n'a pas pris peur ou ne s'est pas posé la question de ce qu'il est prêt à faire? Qui ne s'est pas dit « Ah bon, nous en sommes là ?» Alors, illégitime, trop anxiogène, irresponsable, ou faut-il employer de tels propos pour que chacun prenne conscience de notre situation? L'armée, elle, la grande muette, la voilà qui parle si fort. Pourquoi? Sur le fond, les stratèges, les militaires, les professionnels du renseignement, les analystes partagent-ils ce discours? Ils vont nous le dire dans cette émission. Êtes-vous prêts à mourir pour la France? Cette question très forte, elle a beaucoup résonné ces dernières heures. Faut-il que chaque Français se la pose de cette manière? En tout cas, si cette phrase était faite pour provoquer un choc, c'est réussi. Regardez, écoutez. Si notre pays flanche, parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. Il commet une lourde erreur, une faute, ou alors le président de la République lui a demandé de le faire, et c'est encore plus énorme. Le président de la République ne doit pas se cacher derrière l'autorité très réelle dont dispose un chef d'état-major des armées pour faire accepter des choix politiques qui seraient éventuellement les siens. Il essaye d'instaurer un climat, quelque part, en fait, encore une fois, de danger, de méfiance, de peur. Vous iriez? S'il y a besoin, oui. Certains ont défendu notre pays, maintenant c'est à notre tour, donc s'il faut, il faut y aller. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau colonel Michel Goya. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes consultant militaire LCI, vous êtes auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Mais voilà, on a aussi décidé de montrer un autre de vos livres, puisqu'on l'a vu ressortir beaucoup sur les réseaux ces dernières heures. Je dois dire que je pense que vous êtes un peu touché par ce qui se dit ces dernières heures, puisque vous avez beaucoup écrit sur les réseaux sociaux. Et donc ce livre, le vôtre, Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail, c'est un livre que vous avez écrit en 2014, sauf erreur de ma part. Et donc on va en reparler bien sûr ensemble, colonel Goya. Elisabeth Shepard-Selam, je suis bien sûr ravie de vous retrouver également. Merci d'être là. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Tours, spécialiste défense et sécurité. Claire Cambier, merci également d'être à nos côtés, reporter international pour LCI. Frédéric Dabi, je suis ravie également de vous retrouver bien sûr, directeur général opinion du groupe IFOP, et on a envie de savoir effectivement ce qu'il y a dans la tête et presque dans le cœur à ce stade des discussions des Français sur le sujet. Sachez qu'Alain Bauer sera également notre invité, il nous rejoindra à 17h30. Le grand dossier perdre ses enfants, la France prête à la guerre, c'est donc parti. Il nous faut réécouter un peu plus longuement les propos du général Mandon, puisque pour quelques jours certainement, je le disais, ils vont résonner très fort. Regardez. On a tout le savoir, toute la force économique, démographique, pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche, parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Alors je vais me tourner vers vous, colonel. J'ai expliqué la raison. Votre livre, Sous le feu, la mort comme hypothèse de travail, 2014, est beaucoup ressorti. J'ai vu vos écrits toutes ces heures. Et donc je vous sens touché par les mots qui sont échangés, par tous ceux qui disent que c'est illégitime, que c'est irresponsable. Pour vous, c'est quoi? C'est un discours de vérité, en réalité, du plus haut gradé de l'armée? Pour moi, c'est un discours d'évidence, en réalité. Pas sûr que ce soit forcément nécessaire, mais en tout cas, c'est un discours d'évidence. Bien sûr, il faut le rappeler, c'est pas les nations, ce sont les nations qui font les guerres ou qui se préparent aux guerres. Ce ne sont pas les armées qui n'en sont que l'instrument. Ce sont les nations qui fournissent les volontaires qui vont dans la zone de mort pour aller éventuellement mourir et aussi tuer. On oublie toujours cet aspect des choses. Et ce sont les nations qui jugent cet effort éventuellement utile et nécessaire. Les soldats français, et puis il faut rappeler cette évidence, c'est que les soldats français,
ne viennent pas de la planète Mars, même s'ils sont des soldats volontaires professionnels. Ils ont des familles, et ce sont des enfants de la France. Et ces soldats français, ils tombent déjà. Vous n'allez pas très loin d'ici, vous avez le parc André Citroën, vous avez 600 noms de soldats français qui sont morts pour la France depuis 1963, et dont un certain nombre d'opérations de guerre, parce qu'on fait la guerre aussi. Depuis 1961, on a 19 guerres. Alors c'est petites guerres, c'est vrai, mais c'est des vraies guerres. C'est des guerres contre certains États parfois, contre des organisations armées, mais on fait la guerre tout le temps, et les soldats de la France, les enfants de la France, ils tombent tout le temps. Parce que c'est ainsi, parce qu'on l'a accepté ainsi, parce qu'on considère que c'est nécessaire pour défendre les intérêts de la France. Voilà. Maintenant, pour revenir plus précisément sur le discours du général Mandon, il n'est pas question de faire la guerre, c'est comme ça que ça a été instrumenté. Il est question il ne faut pas confondre vouloir et se préparer à. Et même se préparer à, c'est pour essayer de ne pas faire en sorte qu'il y ait de guerre, pour dissuader. Et dissuader, pour dissuader, il faut être fort. Il faut être fort, il faut avoir non seulement des moyens, mais la crédibilité dans l'emploi de ces moyens. C'est-à-dire que oui, on est prêt à le faire. Et c'est à cette occasion que, oui, on n'aura pas la guerre, et que les Russes, éventuellement, se diront que ça vaut peut-être pas le coup d'essayer, en tout cas, de nous attaquer. Dans les mots, à mon avis, qui vous ont touché, mais on a entendu les militaires seraient excités de partir à la guerre, et voilà des va-t-en-guerre. Alors, on a vu aussi Fabien Roussel, pour le Parti communiste français, dire « dangereuse intervention hier au Congrès des maires qui nous demande d'accepter de perdre nos enfants. C'est non, dit-il. 51 000 monuments aux morts dans nos communes, ce n'est pas assez. Oui à la défense nationale, mais non, dit-il au discours, va-t-en-guerre insupportable. » Oui, mais encore une fois, on perd les enfants de la France, régulièrement. Vous avez des centaines de soldats, vous avez des dizaines de milliers de soldats français qui ont été engagés dans des opérations de guerre, dans des guerres depuis 50 ans. Vous avez des centaines qui sont morts, des milliers qui ont été blessés dans leur corps et dans leur âme, jamais à la demande des militaires. Je peux vous assurer que si on se prépare effectivement à ça, une fois qu'on a vécu, qu'on est rentré un petit peu dans ce genre de choses, je peux vous assurer que globalement c'est pas beau, et c'est même toujours assez dégueulasse, et que là, pas du tout, on ne pousse jamais à ce genre de choses. Mais notre métier, c'est de se préparer à ça, et se préparer notamment pour l'éviter. Alors, on va en reparler. Il y a un proverbe latin qu'on va se remettre en mémoire, à mon avis, dans quelques instants ensemble. Et encore une fois, je vous sens touché, colonel. Donc, bien sûr, mais c'est la réaction qui m'énerve. Voilà, et donc on va prendre le temps d'en parler, c'est ça qui est bien. Je me tourne vers vous. Vous êtes spécialiste des questions de défense. Est-ce que vous estimez que ces mots non seulement sont légitimes, mais seraient même nécessaires, comme je le disais en introduction, pour nous faire quoi ? Prendre conscience d'une forme de réalité pour chacun d'entre nous. Je pense qu'on a quand même quelque part un problème culturel. Michel Goya a parlé du fait que on a, je pense au Mali notamment, où on a perdu beaucoup de soldats, ou ailleurs, ces dernières années, perdu des soldats depuis toujours. Et on a perdu, je pense, sur le territoire français, dans la société française, on oublie. C'est le fait des militaires, de leur famille, mais ce n'est plus peut-être partagé par la nation. Parce que c'est des enfants de la nation. Ils parlent de soldats, c'est des soldats professionnels, mais ça reste des enfants de la nation. Et on a oublié qu'on a perdu ces soldats. Moi, je pense que c'est un discours nécessaire. Je compare à d'autres pays européens où cette culture de préparer maintenant les populations civiles, je ne parle pas simplement des abris ou des choses comme ça, ou des formations, mais de se dire, aujourd'hui, on n'est pas dans une période de paix et tout peut arriver. Et si on ne se prépare pas, nous, en tant que société, il va avoir des problèmes. Alors, une grande question qui s'est posée ces dernières heures, c'est pas la principale, mais c'est l'une des questions, c'était de savoir si Emmanuel Macron a en quelque sorte tenu ou non la plume. Est-ce qu'il a cautionné ce discours ? Est-ce qu'il est furieux depuis cette sortie ? A-t-elle été pilotée ou non du chef des armées françaises ? Écoutez ce que nous dit Bastien Auger. Il suit le président de la République qui est en déplacement à l'île Maurice. La question a été posée au chef de l'État, il l'a entendu mais a délibérément choisi de ne pas répondre, de ne pas commenter les propos du chef d'état-major des armées. En fait, la ligne au sommet de l'État, c'est de prendre quelques distances sur la forme, mais tout en soutenant sur le fond ce qu'a dit le général Mandon. Sur la forme, c'est juste une phrase un peu malheureuse qu'on cède un conseiller de l'exécutif, mais en estimant qu'il était dans son rôle, en alertant. Et d'ailleurs, il y a besoin d'une prise de conscience de la réalité, nous dit-on au ministère des
des armées, tout en assurant que l'idée n'est pas d'envoyer nos enfants sur le front. Fin de citation. Tout cela vient donc conforter une ligne plutôt assumée par le président de la République, augmenter le budget des armées, parler régulièrement de réarmement civique de la nation. D'ailleurs, tout cela intervient dans le contexte où l'Élysée, les différents ministères préparent de futures annonces sur le dispositif qui devrait remplacer l'idée de service national universel. Je me tourne d'abord juste vers Claire. Il faudrait qu'on démêle le vrai du faux. Est-ce que le ministère des Armées, oui ou non, a su ce qu'il y avait dans le discours, l'a cautionné, l'a validé, l'a découvert après? Comprenons ensemble. Alors forcément, ce discours de l'état-major, il est validé par la présidence, c'est une certitude. Maintenant, ce que nous disent des proches de l'Élysée, c'est que le président ne relie pas ligne par ligne tout le discours, et donc le chef d'état-major a pu prendre quelques libertés. C'est également ce qui a été indiqué par des proches de Catherine Vautrin. Il n'y a pas de relecture mot par mot du discours. Ce que certains militaires qu'on a pu interroger ce matin nous disaient, c'est que effectivement c'est peut-être un peu brutal sur la forme, mais qu'il essaie peut-être d'imprimer sa marque après son prédécesseur qui lui était très remarqué et très apprécié. Mais preuve qu'il y a quand même le feu, la ministre en charge doit s'exprimer dans l'heure qui suit, d'ailleurs je crois lors d'un micro tendu. C'est assez rare, encore une fois on parle de la grande muette et là il y a beaucoup de communication, dire que l'heure est grave. Frédéric Dabi, et puis après on va retrouver Thierry Mariani du Rassemblement National. Oui, je voulais réagir à votre question. Perdre ses enfants, est-ce que l'armée va trop loin? C'est une question qui se pose depuis toujours. Je dirige l'IFOP. L'IFOP, c'est le plus ancien institut de sondage français. Le premier sondage publié par l'IFOP, c'est les accords de Munich. Quelques mois après, au printemps 1939, c'est faut-il mourir pour Danzig. Et qu'est-ce qu'on a vu dans ces deux sondages? C'était des sondages à l'époque faits bien sûr en face à face auprès d'un échantillon de la population française. On avait une opinion publique plutôt pacifiste, mais on avait une jeunesse et les principaux intéressés, la classe qui allait se battre en 39 et en 40, les 21-29 ans, qui étaient défavorables aux accords de Munich et qui étaient plus que la moyenne prêts à mourir pour Danzig. Et du point de vue de l'opinion publique, il y a un véritable consensus sur le fait que la Russie représente une menace pour la France. Enquête IFOP-Havas de juin dernier, on était à 72%, avec très peu de clivage, un peu moins chez les sympathisants du Rassemblement national et plus dans tous les partis de gouvernement. Alors voilà, vous entendez Thierry Mariani, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Voilà, c'était très intéressant d'entendre les propos de Frédéric Dabi avant de vous entendre. Vous êtes eurodéputé Rassemblement national. Thierry Mariani, avant de vous entendre, je voudrais vous soumettre, parce qu'on a fait ce travail nous aussi d'essayer de tendre surtout le micro français, les principaux concernés, des jeunes également nous ont répondu. Sont-ils tous choqués? Bien non, c'est plus compliqué que ça, regardez. On est français, on doit protéger notre patrie, on doit être là dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est un grand mot, même si à certaines époques, ça a été un vrai sacrifice. Je pense que nos grands-parents ont pu le faire avant et ils ne se sont pas posé la question. Moi j'ai des enfants, je pense à eux. Voilà. Et là, en fait, il essaye d'instaurer un climat, quelque part, en fait, encore une fois, de danger, de méfiance, de peur. Je trouve ça inadmissible. Vous iriez? Oui, s'il le faut, oui. S'il y a besoin, oui. Certains ont défendu notre pays, maintenant c'est à notre tour, donc s'il faut, il faut y aller. Alors Thierry Mariani, encore une fois, merci d'être avec nous. Ça ne vaut pas sondage, mais en revanche, les Français, et les jeunes surtout en réalité, qui ont dit « mais nous, on est prêts à être là pour la patrie ». Est-ce que vous pourriez dire d'eux qu'ils sont des va-t-en-guerre et irresponsables? Que dites-vous, vous, qui êtes plutôt choqué du côté du Rassemblement national à ces jeunes-là? Que les choses soient claires. Moi, je ne suis pas du tout choqué par les propos du général Fabien Mandon. Voilà, ce que dit Fabien Mandon, c'est peut-être cru, c'est peut-être dur, mais c'est la conséquence d'une entrée en guerre. C'est la conséquence d'engager des troupes sur un front quel qu'il soit. Voilà. Donc, j'avoue que je comprends pas tellement les réactions de certains. La vraie question, c'est est-ce que cette guerre serait la nôtre? Voilà. Mourir pour l'Alsace-Lorraine, mourir pour défendre la patrie, oui, mais la vraie question aujourd'hui qui se pose au-delà de ces propos, c'est est-ce que d'abord il n'y a pas une exploitation politique? Vous le disiez tout à l'heure, je rappelle quand même que le général Mandon était le chef d'état-major du président de la République entre 2023 et août 2025. Donc, on voit très bien qu'il y a une sorte de climat en tension et que, je pèse mes mots, l'opinion publique est conditionnée par un climat tel pays est notre ennemi, tel pays est un danger pour la France. Mais est-ce que ça, c'est une opération de communication qui est renforcée en liaison avec l'Élysée ?
ou tout simplement, est-ce que c'est les propos d'un général? Mais moi, ces propos ne me choquent pas. Alors, justement, on va prendre les choses les unes après les autres. On a plein de choses à se dire, Thierry Mariani. Mais d'abord, je voudrais vous faire écouter Sébastien Chenu. Parce qu'il était sur notre plateau hier, Sébastien Chenu. Et lui, il n'a pas franchement bien reçu les propos du général Mandon. Ça donne l'impression d'un léger désaccord tout de même. On va le réécouter, regardez. C'est de l'alarmisme probablement, mais surtout quelle est sa légitimité. Mais s'il nous dit quelque chose qu'Emmanuel Macron ne nous dit pas, c'est très grave. S'il nous dit quelque chose qu'Emmanuel Macron pense, c'est très grave. S'il nous dit quelque chose qu'Emmanuel Macron ne pense pas, c'est très grave. Enfin, je pense que sincèrement, ce général va un peu au-delà de ce qu'il est censé devoir faire. Donc vous êtes d'accord ou non avec Sébastien Chenu? Non mais attendez, on est d'accord avec Sébastien, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne comprends pas ce qu'on reproche au général. Voilà, le général dit en clair, une guerre, ça fait des morts. Malheureusement, c'est la tragédie d'une guerre. Voilà. Vous savez, je pense que beaucoup de Français ne réalisent pas ce que c'est qu'une guerre. Les militaires le réalisent. Moi, je fais partie de la dernière génération qui a fait son service militaire. J'ai grandi dans une école militaire à Aix-en-Provence. Donc, j'ai heureusement pas connu la génération du feu, si je puis dire. Mais j'ai un peu conscience de ce que ça peut représenter. Or, en réalité, depuis 2 ans, on a une sorte de climat qui nous pousse à dire la guerre est inévitable. Combien de fois j'ai entendu d'ici 3 ans, la guerre est inévitable, d'ici voilà. Moi, je remercie le général Mandon, qui est peut-être allé un peu fort dans ses propos, de mettre les Français devant la réalité. Après, la question centrale, c'est est-ce qu'on se prépare à une guerre dans l'intérêt de la France? Alors justement, je pense qu'on va pouvoir échanger sur le sujet avec nos invités sur le plateau. Juste revenir sur la question de l'instrumentalisation. Je vous soumets le tweet de Madame Vautrin, qui est la ministre en charge. Elle dit notamment le général est pleinement légitime à s'exprimer sur les menaces qui continuent de progresser. Il est en effet important que les maires soient sensibilisés au contexte actuel. Et elle dit ces propos sortis de leur contexte à des fins politiciennes relèvent du langage militaire d'un chef qui chaque jour sait que des jeunes soldats risquent leur vie. En gros, ceux que vous accusez d'instrumentaliser vous disent mais vous instrumentalisez-vous la situation pour dénoncer le contexte géopolitique actuel? Alors, écoutez, on voit très bien qu'en France, depuis quelques mois, les échecs s'ajoutant aux échecs et l'impopularité de M. Macron étant grandissante, on a une petite musique qui consiste à nous dire tous unis derrière le chef de l'État parce que la France est en danger. Vous me permettrez d'en douter, voilà, c'est tout. Il y a malheureusement une guerre, j'espère que cette guerre finira au plus tôt dans l'intérêt d'abord de ceux qui la mènent, mais je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, l'Alsace-Lorraine soit menacée et que la question centrale, c'est est-ce qu'on est prêt à envoyer nos enfants mourir pour Kramatorsk? Alors, arrêtons-nous sur cette question centrale, en effet, et je vais me tourner pour se faire vers le colonel Goya. Quand vous entendez Thierry Mariani dire là, ce ne serait pas mourir pour l'Alsace-Lorraine, ce n'est pas notre guerre. Vous lui répondez quoi? Il est en direct avec nous. D'abord qu'il n'est absolument pas question de s'engager en Ukraine. La guerre en Ukraine, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est défendre éventuellement un autre pays allié, enfin un pays allié de l'Union européenne, de l'Alliance Atlantique, donc des pays avec qui on est contraint par des alliances, à moins de considérer que les alliances, c'est des alliances à la carte et qu'on peut faire, que ces pays, ils sont forcément assez loin de nous. C'est-à-dire qu'on est dans une situation, c'est vrai, stratégique, et c'est tant mieux d'ailleurs, où on ne peut pas être envahi par un voisin. Historiquement, c'est la première fois, ça arrive depuis 1990, c'est quelque chose d'inédit historiquement. Donc ça peut être un peu de mal à infuser un petit peu dans l'inconscient collectif. Mais si on doit se battre, ce sera forcément au loin des frontières, et ce sera pour se battre auprès d'autres pays, parce qu'on a des alliances. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a déjà des troupes qui sont présentes en Estonie. Si on envoyait des troupes, des soldats français en Estonie, c'est pas pour faire du tricot, ce sera pour défendre l'Estonie si un jour elle est attaquée. Et non pas d'ailleurs pour attaquer la Russie, mais pour dissuader la Russie d'attaquer ces pays qui sont des pays alliés. Voilà la problématique. Mais pour ça, encore une fois, pour dissuader, il faut être fort. Alors, on en revient à ce proverbe latin, civis pacem parabellum, je ne sais pas combien de fois potentiellement vous l'avez rappelé sur ce plateau, colonel Goya, qui veut la paix prépare la guerre. C'est en quelque sorte ce que vous dit le colonel Thierry Mariani. Attendez, j'ai pas entendu la fin de votre phrase, mais... Qui veut la paix prépare la guerre, ce fameux proverbe, c'est ce que vous dit le colonel Goya. Civis pacem parabellum, on est tous d'accord. Et on est tous d'accord que si
un pays avec lequel on a des accords de défense est attaqué, nous devrons le défendre. Je suis entièrement d'accord, mais excusez-moi, on a des accords avec la Roumanie, enfin bref, on a des accords avec les pays de l'OTAN, mais que je sache, on n'a pas d'accord avec l'Ukraine. Voilà, c'est tout. Qu'on me dise... Mais alors, Monsieur Goya, quel est l'accord qu'on a militaire avec l'Ukraine? Mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. À aucun moment, il a été question d'envoyer des troupes contre l'Ukraine. Alors on est d'accord. S'il faut s'engager parce qu'un pays de l'OTAN est attaqué, je serai le premier à dire qu'il faut s'engager. Voilà. Mais aujourd'hui, l'OTAN n'est pas attaquée. Et donc, ça montre, excusez-moi, cette conversation, qu'en réalité, on effraie les gens pour un conflit qui est, à cette heure-ci, pas le nôtre. On peut se sentir solidaire des Ukrainiens, mais on n'est pas obligé de s'engager. On ne s'est pas engagé quand la Géorgie était attaquée, par exemple. Merci beaucoup Thierry Mariani d'avoir été avec nous, député européen du Rassemblement national. Merci d'avoir accepté l'invitation. On écoute tous les points de vue. On continue d'en parler justement. Parole à la défense, si vous me le permettez. On a entendu ce matin sur RTL l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la Marine nationale, dire mais il est dans son rôle. Il pose des scénarios, le général Mandon. Et puis il y a eu le porte-parole de l'état-major des armées qu'on va écouter. Regardez. Une guerre de haute intensité, c'est entre 200 et 1000 morts par jour. Un pays qui n'est pas prêt à connaître ça, à comprendre ça, c'est un pays qui est faible. Voilà ce que voulait dire le chef d'état-major des armées. Et s'agissant du terme enfant, ce sont les enfants de la nation, les armées sont les enfants de la nation. Alors, il y a une grande question qui s'est posée, c'est de savoir s'il était légitime ou non à tenir un tel discours. Vous l'avez entendu dans les prises de parole. C'est-à-dire que quand bien même il y aurait un tel message à passer, est-ce à lui de le faire? Est-ce que vous êtes raccord avec ça? On a même entendu des appels à la démission. Ségolène Royal dit soit Emmanuel Macron est au courant et a validé ce texte et dès lors il doit s'expliquer, soit ce n'est pas le cas, le chef d'état-major doit être démissionné. Alors, moi, pour ma part, je ne commenterai pas les propos de Ségolène Royal, mais je pense que c'est son rôle. Je pense que le rôle... c'est pas un rôle d'une politique de peut-être nous prévenir que les menaces sont sérieuses. Et c'est pas le rôle de chef d'état-major des armées de nous rassurer, mais de nous dire la réalité. Et la réalité aujourd'hui n'est pas une réalité du monde du bisounours. Peut-être ces mots étaient brutals, mais le fond et la légitimité de sa parole, je ne vois pas pourquoi on le met en cause. Oui, Frédéric. Oui, mais c'est vrai qu'on a une opinion publique qui est beaucoup plus consciente des enjeux que le dit Thierry Mariani. Il est plus là pour répondre, mais je le dis, ça fait 3 ans et demi qu'on suit l'état de l'opinion à l'IFOP sur la guerre en Ukraine. Le niveau d'inquiétude à l'égard de la situation n'a jamais été en dessous de 70-75%, avec une vision extrêmement consensuelle. Le diagnostic sur le conflit est extrêmement clair. Au-delà des soubresauts du conflit, c'est la Russie qui est clairement responsable. Et une fois de plus, un décalage entre les réseaux sociaux. On a l'impression qu'on renvoie dos à dos Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Dans l'enquête Havas dont je parlais, cote de Zelensky auprès des Français. Ce n'est qu'un sondage, mais ça donne une petite indication. 64% de bonnes opinions. Vladimir Poutine, 9. Il est à un niveau extrêmement... Par contre, c'est vrai qu'il y a des lignes rouges du côté des Français. L'inquiétude, c'est qu'une guerre mondiale pourrait survenir. On l'a posé à quelques reprises. On a presque un tiers des Français qui l'anticipent. Et quand on est sur l'envoi de troupes françaises en Ukraine, la réponse est non. Les troupes européennes, l'idée fait son chemin parce que la vision de la menace russe est extrêmement forte. Avec l'Iran, c'est le pays qui apparaît le plus menacé notre pays. Enquête IFOP Agir d'il y a quelques mois. Et l'envoi de troupes européennes, on atteint 40% de personnes favorables. Donc on a une opinion qui fait son chemin là-dessus, mais qui n'est bien sûr pas va-t-en-guerre ou belliciste. Accepter de perdre nos enfants. On reste encore sur ces mots très forts du général Mandon, ces mots du plus haut gradé de l'armée, qui font réagir très vivement, vous l'avez compris, qui choquent, qui inquiètent, qui interpellent certains. Il persiste et signe sur un autre point par ailleurs. Il nous faut nous préparer à un choc d'ici 2 ou 3 ans. Malheureusement, la Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Elle s'organise pour ça, elle se prépare à ça, et elle est convaincue que son ennemi existentiel, c'est l'OTAN, c'est nos pays.
Bon, visiblement, il n'est pas le seul à penser qu'il faut se préparer à des situations très graves, puisque en effet, le gouvernement a publié ce jeudi un document pour aider les Français à se préparer, je cite, à une crise majeure, un kit d'urgence, mais que ce soit, et ça Claire va nous l'expliquer à merveille, pour une catastrophe naturelle ou, et ça c'est beaucoup plus nouveau, pour un conflit. On en parle ensemble, Claire, justement. Claire, dites-nous, que faut-il avoir dans ce maintenant fameux kit d'urgence pour être autonome durant 72 heures oui, pourquoi 72 heures Parce qu'en cas de catastrophe majeure, c'est vraiment la période la plus éprouvante. Donc ce kit, il va permettre de tenir en attendant les secours ou même en cas de départ précipité. On y trouve quoi ? De quoi boire et manger, de l'eau, vous le voyez, quand il comptait 6 litres par personne, de la nourriture non périssable qui ne nécessite pas de cuisson, dont le couteau suisse qui est juste à côté qui fait office d'ouvre-boîte. Deuxième urgence, avoir chaud, des pulls, des gants, des couvertures. Troisième point, se soigner, avoir une trousse de premier secours, des médicaments. Il faut évidemment ces papiers d'identité. Alors on peut mettre des photocopies dans une pochette étanche, une lampe torche avec des piles de rechange, de l'argent liquide, un double de clé, un chargeur pour son téléphone. Et enfin, vous voyez là-haut, une radio. Pourquoi ? Eh bien pour se tenir informé de l'évolution de la situation, connaître les consignes des autorités. Alors vous le voyez, ça fait beaucoup à mettre dans un sac à dos. Rien que pour les 6 litres d'eau, ça rentre difficilement. Donc on peut envisager d'entreposer une partie, notamment en cas de confinement, dans une armoire. On peut même y rajouter, par exemple, un bon bouquin ou des jeux pour s'occuper. Donc vous le disiez en introduction, ce kit, il vaut un peu pour toutes les crises, des catastrophes naturelles jusqu'aux pandémies. Et donc le conflit également, et ça c'est nouveau. Que préconise le gouvernement pour ce volet conflit ? Oui, parce que le kit d'urgence, le gouvernement en avait déjà fait la promotion, mais cette fois, il y a une nouvelle menace. Alors, on ne parle pas de guerre en France, mais d'un engagement majeur de nos forces armées en dehors du territoire national. Le gouvernement, il met l'accent sur les rumeurs, sur la désinformation, des menaces qui apparaissent déjà aujourd'hui dans notre pays. Les autorités veulent vraiment que les Français, ils apprennent à mieux résister aux campagnes de déstabilisation. Et puis, ils invitent, vous voyez, à s'engager pour créer une solidarité nationale. Ça peut être du bénévolat au sein de la sécurité civile, comme pompiers volontaires, ou même ils appellent à devenir réservistes au sein des forces armées. Merci beaucoup Claire. Et là encore, on a tendu le micro aux Français pour savoir ce qu'ils pensent de ce fameux kit. Regardez. À le moment où on informe clairement les citoyens, on a une capacité à réagir qui est meilleure. Ça évite de faire justement des choses un peu insensées quand on panique, quoi. Je prendrais trousse de secours évidemment, de l'eau évidemment, et puis des gants, enfin tout ce qu'il faut, couverture de survie. Une lampe torche avec des piles, une batterie portable, une batterie solaire, des choses comme ça. Vous le pensez, vous, effectivement, Frédéric Dabi, vous le mesurez, vous nous l'avez dit, oui, cette inquiétude des Français, mais concrètement, vous les imaginez nombreux à préparer leur kit Non, sincèrement, je ne crois pas sur le très court terme. Il faudrait un incident majeur. Il y a eu quelques semaines des rumeurs de drones du côté de Munich, etc. Enfin, il y a des choses qui toucheraient plus notre frontière. Par contre, il n'y aura pas de dramatisation, de panique de l'opinion publique. N'oublions pas, Amélie, que depuis une dizaine d'années, quand on interroge les Français, non pas dans des sondages, mais dans des enquêtes qualitatives, où ils s'expriment un petit peu spontanément sur l'histoire de notre pays, le mot qui émerge le plus, c'est le mot choc. Choc terroriste, on vient de commémorer les 10 ans du 13 novembre. Choc du Covid, choc des Gilets jaunes, choc de la guerre en Ukraine. Ça vraiment, il y a une frayeur auprès des Français. N'oublions pas l'accueil très favorable à l'égard des réfugiés ukrainiens en 2022-2023. Choc de l'inflation, choc de l'énergie. Et puis, il y a aussi un contexte plus général. On est dans un moment, depuis quelques années, où les questions internationales intéressent les Français. L'époque où ça n'intéressait que des catégories très spécifiques, les cadres supérieurs, les personnes diplômées, les personnes à capital culturel élevé, c'est fini. Parce que c'est mis en place une logique d'opinion chez nos compatriotes, c'est l'idée que ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans le bureau ovale de Donald Trump, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe même au fin fond de la forêt amazonienne, ça pourrait un jour avoir un impact sur nos vies. Et là, l'exemple est absolument frappant. Vous l'avez vu monter, colonel, la question de savoir si nous serions prêts, les uns et les autres, à mourir pour la France. Est-ce qu'effectivement, pour vous, ça revient à se poser cette question ? Est-ce qu'il faut que chaque Français se pose désormais la question de cette manière ?
Je crois beaucoup au rôle du contexte dans ce genre de choses et pas forcément beaucoup à l'éducation, la promotion. La résilience, c'est un des thèmes majeurs du président de la République depuis longtemps. Il veut absolument renforcer, réarmer moralement la nation, préparer les esprits au fait qu'il peut y avoir effectivement des chocs, etc. Bon. Dans le principe, c'est très bien. Dans la réalité, comment on fait pour éduquer les gens, c'est compliqué. Mais je pense que surtout, l'éducation se fait par le contexte. Je vous donne juste un exemple historique. 1933 ou 1934, vous avez un grand débat qui a lieu à Oxford, à l'université d'Oxford, sur le thème « Est-ce que vous êtes prêts à mourir pour le roi et la patrie ?» C'est un débat très célèbre. Et à la fin de ce débat, les étudiants disent, et les anciens étudiants disent « Non, non, en aucun cas, à une très grande majorité, nous ne mourrons pour le roi et la patrie. » 1939, à peine quelques années plus tard, vous avez la Royal Air Force qui arrive à Oxford et qui dit voilà, nous cherchons des volontaires. Et les mêmes qui avaient voté non, jamais au grand jamais on ne mourra pour la patrie, se présentent immédiatement en masse en volontaire. Ce que je veux dire, c'est que le contexte change beaucoup les choses. Vous parlez des attentats, oui, il ne faut pas oublier, on a été attaqué sur le territoire national. Et la guerre contre le djihadisme, elle continue toujours. Et il est possible d'avoir encore des attentats. Et je me rappelle très bien de comment l'ambiance avait pu changer la vision qu'on pouvait avoir des menaces, la vision qu'on pouvait avoir de la solidarité nationale avait changé pendant les attentats. Et dès janvier 1915, moi j'étais dans les grands mouvements de les manifestations qui avaient, de solidarité, lorsqu'il y a des centaines de milliers de personnes, voire des millions qui étaient sortis dans les rues. Jamais, pourtant je suis militaire, je chante la Marseillaise normalement au moins une fois par semaine dans un régiment, jamais je n'ai chanté autant de fois la Marseillaise. Je me dis mais c'est pas possible, j'aurais jamais pu imaginer ce genre de choses. Les contextes changent beaucoup. Si effectivement il y a au moins une explication sur le contexte, il y a l'appréhension que le contexte international est dangereux, l'appréhension qu'il y a véritablement une menace même lointaine de la part de la Russie, je pense que les gens sont des grands garçons, les citoyens sont des grands garçons et des grandes filles, sont capables de l'appréhender et de se poser des questions. C'est le rôle des citoyens après tout. Je veux dire, le citoyen, il a aussi un pouvoir de décision sur sur l'avenir de la cité, sur la défense de la cité. On va reparler justement de l'engagement du citoyen en reparlant dans les prochaines minutes aussi du retour du service militaire dans l'atmosphère avec une information de l'opinion. Mais d'abord, on va prendre la direction de la Russie. Je voudrais vous faire entendre un autre argument du général Mandon. La Russie est clairement dans une phase de préparation de quelque chose d'autre. On va l'écouter. La Russie, au début du conflit, en 2022, c'est moins d'1 million d'hommes et de femmes sous l'uniforme. Aujourd'hui, c'est 1,3 million. Leur projection en 2030, c'est pas loin de 2 millions. 40% de son économie va à l'industrie de défense. Aujourd'hui, la Russie produit plus d'équipements de défense qu'elle n'en consomme sur le front. Elle est clairement dans une phase de préparation de quelque chose d'autre. Bonjour Jérôme Garraud et merci beaucoup d'être avec nous en direct depuis Moscou. Si j'osais, je vous dirais que vous nous avez manqué. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on parle ici d'une phase de préparation de quelque chose d'autre. En quoi, selon vous, la Russie en effet se prépare à quelque chose d'autre ? Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Alors déjà, il faut noter que ces propos du chef d'état-major en Russie sont pour l'instant plutôt ignorés. Je n'ai quasiment rien vu à la télévision, ni dans les agences de presse ou sur les médias. Pas de réaction de politique de premier plan. Il faut noter aussi que jusqu'à présent, les politiques russes, officiellement, disent vouloir éviter un affrontement avec l'OTAN. Et ce sont les propagandistes de la télévision d'État, qui est une courroie de transmission du pouvoir, qui, eux, tiennent les discours les plus belliqueux. Donc ça, c'est une nuance quand même assez intéressante. Puis enfin, si on veut un petit peu faire l'effort de se mettre dans la tête de la population russe, il faut voir que les responsabilités ici sont totalement inversées. C'est-à-dire que une grande partie de la population pense sincèrement déjà être agressée par l'OTAN et que cette guerre en Ukraine est une guerre défensive. Vous voyez, on renverse totalement les responsabilités. Hier encore, on tournait un reportage et on a interviewé une femme, une mère qui a perdu son fils, qui était un soldat russe sur le front, et elle nous disait, vous les Européens, on doit vous donner un coup de pied tous les 100 ans, mais vous finissez toujours par revenir pour nous attaquer. Donc encore une fois, là, on change à 180 degrés. Jérôme,
Parce qu'en même temps... Bon, Jérôme, pardonnez-moi, en Russie, en revanche, préparer les esprits à la guerre, c'est quotidien. C'est en permanence. Oui, ça passe notamment par une éducation militaro-patriotique qui prend de plus en plus de place. Alors ça a démarré avant cette guerre en Ukraine, mais c'est quelque chose qui s'affermit. Il y a des mouvements de jeunesse tout à fait considérables. Younarmia, qui dépend du ministère de la Défense, compte par exemple près d'1,5 million d'enfants et adolescents. Donc ce sont des chiffres assez importants. Et nous, on a fait des reportages, un certain nombre de reportages sur ce sujet. On a visité depuis 3 ans et demi des dizaines de clubs de ce type. Et lorsque vous parlez avec les instructeurs, le discours est toujours le même. Il s'agit de dire, devant les caméras et devant les enfants, nous ne faisons que nous préparer à la défense du pays et du peuple russe. Et ce qui est notable, c'est que la définition du pays est assez floue. Les frontières ne sont pas fixées pour l'éternité. Vous pouvez avoir des gens, des Russes, qui vous disent par exemple que Odessa, ayant été fondée par des Russes, appartient à la Russie et donc qu'il faut la conquérir. Vous voyez un petit peu la nuance. Ceci étant dit, on a par ailleurs une part grandissante de la population russe qui espère voir la fin de la guerre. Donc on a aussi cette lassitude qui monte. Merci infiniment Jérôme Garraud. Merci d'avoir été encore une fois en direct avec nous depuis Moscou et allez mettre un manteau parce que je sens qu'il fait très très froid là où vous êtes. Je crois que c'est Thierry, le général Mandon qui disait « Nos compétiteurs nous écoutent ». Si nos compétiteurs, et donc en l'occurrence la Russie, nous écoutent, le débat là, qui se mène en France ces dernières heures, à votre avis, quel regard il porte sur tout cela ? Je pense qu'ils apprécient les divisions que ça peut apporter. On a entendu quand même beaucoup de politiques, des deux bords, notamment des deux extrêmes, montrer une France qui n'est pas prête. Alors que les sondages dont M. Dabi parlait disent que les jeunes sont prêts à y aller s'il faut. Et moi, je pense que la population française est probablement beaucoup plus près, mais que notre politique, en tout cas certaines politiques, ne montrent pas cette vision-là. Et je pense que ça peut faire très plaisir aux Russes qui aiment une France et une Europe et les États-Unis divisés et à se prendre la tête entre nous. On accueille sur ce plateau Alain Bauer, professeur émérite de criminologie au Conservatoire national. Bonjour Alain Bauer, je vous remercie mille fois Frédéric Dabi, comme à chaque fois. Un plaisir de vous recevoir. Alors Alain Bauer, bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je sais que ce ne sont pas vos horaires, donc je vous remercie pour l'effort. Vient de paraître, je le dis, un nouveau tome de votre série d'espionnage. Après Opération Zelensky, menace sur Taïwan, voici Conspiration au Vatican. Le héros, c'est Jack Bagelson. Bagelson. Et avec Vera Kaplan. Aussi. C'est ça. Il y a d'autres espions. Je vous présenterai une prochaine fois. Ils seront les bienvenus sur ce plateau. Ils sont membres de l'agence indépendante Mozart et ils se battent pour éviter que le monde ne bascule dans le chaos. Merci d'être avec nous. Il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. On va réécouter le chef d'état-major des armées françaises. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Est-ce qu'il a tort ? Je parle du fond, on pourra reparler de la forme éventuellement, mais discours de vérité, cette analyse, est-ce que vous la partagez ? Alors d'abord, qu'a-t-il dit d'extraordinaire qui change de ce qu'aurait dit le général de Villiers ou le général Burkhardt, ses deux prédécesseurs chefs d'état-major des armées? Le général Lecointre a été moins présent sur ce terrain-là, en tout cas pas de cette manière-là. Le premier a expliqué que l'armée française était à l'os et qu'à force de la découper en petits morceaux, elle n'existerait plus, a été sauvagement punie pour avoir dit la vérité par le président de la République dans une crise du bris. Je suis votre chef, tout le monde aux ordres et continuons comme si de rien n'était. Le second a dit les choses en se trouvant en situation de gérer un conflit qui dégénérait et a monté en gamme, y compris dans son tout dernier discours. Le général Mandon est dans une logique de chef d'état-major des armées, par ailleurs ancien chef d'état-major particulier du président de la République. C'est un statut un peu particulier d'avoir fait la transition entre les deux dans ce sens-là. Et donc il a dit des choses qui sont parfaitement normales dans la bouche d'un militaire. Le moment, qui est un deuxième élément, où nous sommes en plein débat budgétaire, l'armée cherche à se reconstituer, se recomposer. Nous avons aujourd'hui une armée bonsaï, comme dirait Jean-Dominique Merchet, qui a un peu de tout et beaucoup de rien, qui est en train de se recomposer et de se reconstruire, qui essaye désespérément de récupérer 20 ans de vaches maigres
budgétaire, et donc cette partie-là n'est pas un élément secondaire de l'ambiance générale. Et puis le troisième sujet, c'est aurait-il dû le dire de cette manière-là? Disons qu'il y a un débat même à l'Élysée sur il y avait peut-être une maladresse de compréhension, mais enfin quand on dit allons enfants de la patrie, que nous apprenons tous à l'école, normalement nous ne pensons pas aux bébés dans les maternelles ni dans les crèches, nous pensons à ceux qui partent au combat et qui éventuellement peuvent y mourir. Donc la conjonction générale de tout cela amène à considérer que, eu égard aux circonstances, il n'y a pas d'élément particulièrement choquant. Le dernier élément, c'est aurait-il dû demander au maire, en tant qu'élu, de faire le travail pédagogique de reconstruction du lien armée-nation, qui est le cœur de la construction de l'armée en France. Il n'y a aucune nouveauté non plus. Et à tous ceux qui hurlent à la mort en pensant que c'est la fin du monde, je leur recommande de relire Jean Jaurès. Ça leur fera des vacances pédagogiques. Mais il y a là un sujet qui est peut-être une erreur de lieu, mais pas une erreur de discours. Vous le savez, il y a une question qui s'est imposée en quelque sorte ces dernières heures. Je pose la question à M. Bauer, comme je vous l'ai posé, colonel, tout à l'heure. La question, c'est êtes-vous prêt à mourir pour la France? Est-ce que selon vous, ça revient en effet à se poser cette question, est-ce que selon vous, chaque Français désormais doit se poser la question en ces termes? Je ne sais pas, ils ont tous appris l'hymne national. L'hymne national n'est pas particulièrement pacifiste. L'hymne national explique ce qu'est une France en armes pour sa liberté contre l'ensemble de ses ennemis intérieurs et extérieurs. Alors on peut penser tout ce qu'on veut de la Révolution française. Mais elle a existé et elle a construit un lien tout à fait particulier qui s'appelle le lien armée-nation, qui a été détricoté au moment de la fin de la conscription. Alors je précise que la conscription d'ailleurs n'est pas supprimée mais juste suspendue. La loi de 97 ne prévoit pas la fin de la conscription, mais sa suspension sous une forme ancienne et son maintien, donc elle peut revenir à tout moment. D'ailleurs, c'est un rapport de Philippe Séguin qui avait mis en cause l'annonce extrêmement précipitée et totalement déconstruite qui avait été celle du président Chirac, reprise ultérieurement par le gouvernement de gauche qui lui avait suivi. On est dans un espèce d'entre-deux, de ce point de vue-là. Il n'y a pas de surprise particulière. L'armée, c'est fait pour se défendre, parfois pour attaquer, c'est fait pour se battre. Et dans une bataille, il y a hélas des morts et des blessés de part et d'autre. Je voudrais vous soumettre d'autres mots du général Mandon. Il dit « Malheureusement, la Russie aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Elle s'organise pour ça, elle se prépare à ça et elle est convaincue que son ennemi existentiel, c'est l'OTAN, c'est nos pays. » Oui, selon vos informations, votre réseau au sein du renseignement, par exemple, indique un scénario très probable d'ici à 2030. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des réseaux dans le renseignement, il suffit de lire ce que sont les documents officiels russe. En 1999, au moment où l'OTAN décide, pour des raisons qui mériteront un jour d'être mieux explicitées que ce que j'ai fait moi-même dans un ouvrage qui s'appelle « Au commencement était la guerre », duquel je suis venu chez vous d'ailleurs, oui, c'est pas vrai. à cette heure-là, mais non, c'est vrai. chez vous. Les éléments donnés par les Russes disent le Premier ministre russe est en route pour Washington et New York afin de défendre un plan de paix en Serbie à l'occasion des massacres à l'intérieur de l'ex-Yougoslavie. On lui explique qu'alors qu'il est là en train d'arriver avec ses propositions, c'est un homme de l'Ouest proche de l'Occident, que c'est pas la peine qu'il vienne car l'OTAN va bombarder la Serbie, elle va le faire pendant 99 jours. Il rentre à Moscou, convoque le Conseil de sécurité nationale avec un jeune homme qui est le secrétaire du Conseil de sécurité nationale qui s'appelle Vladimir Vladimirovitch Poutine, dont l'activité essentielle pendant des années a été de démanteler les ICBM russes avec des agents de la CIA, pour vous dire à quel point le climat était plutôt détendu. Et il dit tout est fini. Tout est fini avec l'Occident. Pendant des dizaines d'années, nous avons cru que nous étions les méchants et qu'ils étaient les gentils. Nous sommes les mêmes. Nous allons vers une confrontation majeure avec l'Occident qui veut la destruction de la Russie. Point. C'est pas surprenant, c'est pas secret. Mais très concrètement, les documents ont même quand il évoque les éléments au début, juste avant le début du conflit avec l'Ukraine. Mais quand il évoque les éléments auxquels il a accès, prouvant que la Russie se prépare... Les éléments auxquels il a accès sont les éléments auxquels tout le monde a accès depuis 25 ans. Il n'a pas d'éléments particuliers, parce qu'on voit les... Rien. Cette question est à lui poser. Quand il dit d'ici 2030, on essaye de comprendre.
Mais parce que, par exemple, tous les services de renseignement des pays baltes, 25 ans, en Allemagne, pas pour le plaisir. Les services de renseignement baltes en Allemagne ou britanniques ont émis des alertes ces derniers mois. Monsieur Lerner, il n'y a pas si longtemps, directeur de la sécurité extérieure, a donné des éléments extrêmement précis. Il avait donné d'autres éléments tout aussi précis quand il était directeur général de la sécurité intérieure sur l'évolution et la modification et la mutation de la menace terroriste, et nous écoutons tous ce qu'il dit, parce qu'au-delà des éléments théoriques, de doctrine, de nos lectures régulières, de toute la production, et elle est considérable, soit des terroristes d'un côté, soit des autorités militaires de l'autre. Ma collègue fait ça de manière encore plus permanente que moi. Michel est un expert qui à la fois analyse le terrain, l'histoire et les évolutions. Il n'y a pas de révolution extraordinaire. Par contre, quand on vous dit ça sera mars 25 et pas mars 27, quand Xi Jinping dit j'envahirai Taïwan en 2032, on dit ça sera 2032. Quand il dit non, en fait ça sera 2030, on dit 2030. Quand il dit peut-être que ça pourrait être 2027, on dit puisqu'il le dit, c'est donc qu'il a envie de le faire, et donc qu'il a envie de le faire. Quand un dictateur, un terroriste ou n'importe quel opérateur d'une puissance vous dit qu'il va faire quelque chose, nous sommes les seuls à ne jamais y croire. Allez-y, Elisabeth. Ce que j'allais dire, c'est que effectivement, c'est pas quelque chose. Enfin, il a peut-être des questions de mouvement de troupes ou autres que à nos services de renseignement. Vous parlez des pays baltes. Je parle beaucoup avec les collègues aux pays baltes. Bien évidemment, ils doivent avoir des précisions qu'on n'a pas forcément entre nos mains, mais on n'a pas besoin de ces informations-là pour savoir quel est le problème et que ce problème existe. On a écouté les Allemands, on a écouté les Suédois, on écoute les pays baltes, mais aussi les Britanniques, même les Américains qui nous avaient prévenus en 2022, quand nous on disait ils vont pas envahir, qu'ils allaient envahir. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi tout simplement écouter l'ensemble des informations qui sont ouvertes et on n'a pas besoin des services de renseignement. Et les revues militaires russes sont pleines d'éléments, de tests, comme... alors chez nous, Service de la Défense nationale n'est pas vraiment une revue interne aux armées, elle a justement été sauvée en étant externe, mais un certain nombre d'éléments de doctrine publiés par les Russes, notamment par le chef d'état-major général des armées, par des penseurs russes, et les académies militaires russes regorgent de penseurs théoriques de très bonne qualité qui publient naturellement, même en anglais, des fois qu'on ne comprenne pas bien le cyrillique, et donc la lecture de ces éléments montre clairement ce qu'est une ligne, une doctrine, et d'ailleurs un assez grand soutien global sur la posture de la Russie agressée par la méchante OTAN, alors qu'elle avait fait tous les efforts nécessaires, en indiquant qu'il y avait 3 lignes rouges majeures qu'il ne fallait pas franchir: Kaliningrad, la Géorgie et l'Ukraine, et disant, il se trouve que Kaliningrad, pour l'instant, il n'y a pas eu de mouvement particulier, mais en Géorgie et en Ukraine, il y a eu 2 tentatives, selon les Russes, de renversement stratégique, et donc ils sont agressés. C'est comme ça qu'ils le pensent et qu'ils le vivent. C'est pas la manière dont nous l'imaginons, mais s'ils le croient eux, ça justifie de leur point de vue une posture militaire qui est de plus en plus agressive parce qu'ils considèrent qu'ils sont agressés. Il y a une autre alerte qu'on a entendue, dont on a déjà parlé, c'est le ministre de la Défense allemand. Monsieur Pistorius, il a dit que l'été dernier, était le dernier été pour la paix. Regardez ces mots. Il dit « Nous avons toujours supposé qu'une attaque russe contre l'OTAN pourrait avoir lieu en 2029 ». Premièrement. Deuxièmement, maintenant, nous entendons des évaluations indiquant une possible escalade dès 2028. Et troisième acte, certains historiens militaires affirment même que l'été dernier pourrait avoir été notre dernier été en paix. Et on a entendu plusieurs points de vue certains nous disent, mais attention, en Allemagne, ces déclarations, c'est de la politique intérieure, c'est de la dramatisation, etc. C'est comme ça qu'il faut lire ces déclarations, de la politique intérieure aussi. En France, on veut aussi convaincre qu'il faut sauver le budget. En Allemagne... Oui, bien sûr, il faut toujours prendre en compte plusieurs facteurs. Les éléments de politique intérieure en font partie, bien sûr. Maintenant, mais il y a une part de vérité, oui. Oui, bien sûr. Écoutez, Vladimir Poutine doit être le recordman d'agression, d'attaque de pays voisins depuis 1945 en tant que dirigeant. La Géorgie, l'Ukraine, 2014, février, en Crimée. On l'oublie souvent, mais il y a eu 2 offensives russes en août 2014 et en février 2015 dans le Donbass, qui ont été complètement masquées, mais c'était de vraies offensives. Évidemment, février 2022. Donc quand vous avez un délinquant, vous avez un voleur qui est dans la nature et qui a déjà volé 5 fois, vous pouvez peut-être anticiper qu'il le fera une 6e fois. Et donc, on est dans cette position, tout simplement. Avec, par ailleurs, alors,
l'élément, le paramètre fondamental, c'est la guerre en Ukraine, bien sûr. Et on peut imaginer, d'un point de vue militaire, purement technique, que tant que les combats continueront, la Russie sera trop occupée pour tenter quelque chose de grand ailleurs. En revanche, dès que cette guerre sera terminée, on se retrouvera avec un outil militaire russe qui est extraordinairement, qui est très dangereux, qui est très puissant. Alors on dit oui, mais ils sont même pas capables de combattre le Donbass. Mais en face, ils ont l'armée ukrainienne qui est aussi un instrument qui est maintenant extraordinairement puissant. Donc c'est pas du tout la même, on n'est pas du tout dans la même configuration. Et donc oui, à partir du moment où la guerre en Ukraine s'arrête, la menace prochaine, c'est l'invasion des pays baltes. Voilà, au-delà du discours, il y a quand même des éléments très concrets, comme par exemple la création de sites de lancement de missiles en Biélorussie, avec des imageries qui ont été prises par satellite. Il y a aussi la création de bases militaires, ou la réhabilitation de bases militaires dans le nord de l'Europe, à la frontière avec les États nordiques et les États baltes. Ça, c'est des choses qui ont été documentées et qui prouvent aussi qu'il y a une volonté, en tout cas à minima, de mettre la pression sur les pays européens de l'OTAN. C'est d'ailleurs ce que le chef d'état-major indiquait. Il y a des ajouts de soldats. On irait peut-être vers 2 millions. Il y a aussi toute cette force de frappe avec maintenant toutes ces munitions qui peuvent être créées, avec toutes ces usines qui ont été lancées. Donc il y a aussi des éléments très très concrets pour appuyer cette menace. Elisabeth, et j'ai encore beaucoup... Juste pour quelques exemples avec Claire, dans les pays baltes, on a les drones, bien évidemment, mais aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères lituanien parlait de ballons qui venaient de Bélarus, avec différents éléments. On a des attaques cyber aussi, on a énormément de pression. On pense déjà en 2007 avec l'Estonie, mais aussi depuis. C'est quelque chose, la pression, quand on va dans les pays baltes, ils vivent au quotidien avec la pression, et bien évidemment, avec cette frontière avec la Biélorussie, mais aussi avec la Russie, et à la différence des Ukrainiens, ils n'ont pas, ni en termes de population, ni en termes géographiques, la profondeur stratégique. Donc l'inquiétude est bien réelle dans ces pays. Alors, en termes de pression, les navires russes, on les voit très régulièrement. C'est ce qu'a dit ce matin le chef d'état-major de la marine sur RTL, l'amiral Nicolas Vaugeot. Regardez. On voit un bateau par semaine en Manche-Mer du Nord, un bateau russe par semaine. Un par semaine. Des tensions, il y en a toujours eu. Mais là, ça, c'est pas une nouveauté. En ce moment, on se surveille. On se surveille, on vient vérifier, en mer Baltique typiquement, on vient vérifier ce qu'ils font, ils viennent nous montrer qu'ils nous ont vus. En fait, on leur montre que l'on est prêt à affirmer notre souveraineté, à affirmer la défense de notre pays, la protection de nos intérêts partout dans le monde. Et c'est un dialogue qu'ils comprennent. Alors, en fait, on peut voir cette déclaration de deux manières. On peut retenir on voit un bateau russe par semaine, ou alors on peut retenir, mais des tensions comme ça, il y en a toujours eu. Donc, à la fin de la journée, comme on dit, est-ce qu'il faut s'inquiéter, être dans une réflexion un peu anxiogène, ou au contraire, on peut redescendre de quelques degrés? Alors, les deux éléments de la phrase et le fait qu'ils se retrouvent sont tous les deux justes. Il y a une tradition de libre circulation. De temps en temps, il y a des intrusions. Ce fut le cas en Grande-Bretagne, encore avec un bateau russe il y a 48 heures, je crois. Il y a les problématiques de tests permanents des défenses aériennes, notamment vers les pays baltes. Mais dans un corridor qui a tellement été réduit que la marge d'erreur est ainsi faite que tout le monde dit oui, mais non, mais oui, mais peut-être faut voir. Alors quand vous fermez les prompteurs, que vous répondez pas aux appels et que vous êtes au bord de l'intervention véritable, évidemment, on se rend bien compte que le test prend une autre nature. Mais les bâtiments chinois font régulièrement la même chose en mer de Chine, en croisant et en empêchant des bâtiments américains ou européens de traverser librement. Des confrontations réelles avec les Philippins ou les Vietnamiens sont assez documentées. Donc il y a un test général de montée en tension partout où le territoire crée des frictions et où il y a des revendications territoriales, soit historiques, soit nouvelles, qui sont là. On est dans un espace très tendu. La vraie question, d'ailleurs, est moins de se poser la question, de s'interroger sur les volontés russes qui ont toujours été très clairement exprimées, que sur le besoin d'aller les provoquer en plus.
Je ne suis pas sûr qu'il est indispensable. Le contenu me paraît relativement cohérent dans ce que dit et le chef de l'État, et le chef d'état-major des armées, et les chefs d'état-major de chaque armée, parce que le général Schill, l'armée de terre, a été lui-même extrêmement précis et détaillé sur toute une série de problématiques, mais sur le fait d'aller tirer la moustache de l'ours, juste pour montrer qu'on en est capable. Il y a un élément qui me paraît un peu désordonné dans la communication politique de cette affaire. Par contre, sur la préparation, l'organisation, il y a un sujet majeur. Et puis, il y a un élément qu'on oublie, c'est quand vous avez un pays qui ne vit plus que par son économie de guerre, elle ne peut pas se transformer en économie de paix par un claquement de doigts. Or, la Russie, aujourd'hui, est entrée dans une phase où sa survie en tant que nation et État ne peut plus se justifier que par la guerre. Et ça, c'est une nouveauté, eu égard aux restrictions, aux sanctions, aux effets secondaires, à l'effacement total de l'ensemble des réserves financières de la Russie sur ses comptes sociaux et ses comptes de retraite. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque centrale de Russie. Quand le Premier ministre russe et le ministre des Finances écrivent qu'ils n'ont même pas assez d'argent pour finir de financer le budget de l'économie de guerre de l'année prochaine, c'est qu'il y a un sujet. Quand ils expliquent qu'il leur manque 1 million de travailleurs pour tenir et plusieurs centaines de milliers de soldats pour tenir le front et qu'ils en importent massivement d'un peu partout, notamment de Corée du Nord, c'est qu'on est au-delà d'un problème économique et financier. Mais l'inversion, revenir à la paix quand on est tellement dépendant de la guerre, est un sujet qui devrait tous nous préoccuper parce que ça, c'est l'indicateur ultime. Quand tu ne sais plus faire que la guerre, que te reste-t-il comme option ? Faire la guerre. Je veux juste entendre le colonel Goya sur une expression que vous avez utilisée. Attention à ne pas trop tirer la moustache de l'ours, c'est ça ? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, colonel ? Je suis assez d'accord. Et en même temps, il ne faut pas forcément rester passif parce qu'on est testé aussi sur tous ces éléments et il faut parfois aussi un peu donner des coups, mais il faut être effectivement assez subtil dans nos ripostes, très clairement. Maintenant, un élément, alors on parlait des navires, on parlait aussi précédemment du fait que les combats majeurs qui sont au sol, ils seraient certainement au loin si la France était engagée, mais vous avez d'autres types d'espaces stratégiques qu'on appelle les espaces communs ou les espaces fluides ou vides, etc., qui sont l'air, l'espace, la mer, bien sûr, le cyberespace. Et ça, par ces canaux, oui, la Russie peut nous attaquer, nous, Français, sur notre territoire national. Ils ont une flotte de sous-marins qui est malgré tout redoutable, qui peut taper très loin de la Russie, qui peut bombarder la France. Voilà, donc il faut malgré tout se dire que même si la menace militaire est quand même lointaine, principale, si notre centre de gravité, ça doit être la protection, dissuader la Russie d'une attaque éclair, on va dire, sur les pays baltes, ou la Pologne ou la Finlande, on peut malgré tout aussi être frappé sur le sol national. On peut aussi être attaqué par des cyberattaques de très grande ampleur, etc., etc. Je voudrais qu'on revienne pour nos téléspectateurs. Vous avez évoqué effectivement la situation au Royaume-Uni. C'est important ce qui s'est passé, puisque le ministre britannique de la Défense, il a mis en garde hier le président russe après la détection effectivement d'un navire militaire, il s'appelle le Yantar, dans les eaux britanniques pour la 2e fois cette année. Il a précisé que ce navire se trouvait désormais à la limite des eaux britanniques au nord de l'Écosse et qu'il avait pour la première fois, et ça c'est important aussi, dirigé ses lasers vers des pilotes d'avions de la Royal Air Force surveillant ses activités. Et en retour, il dit, si le Yantar se dirige vers le sud cette semaine, nous sommes prêts. Écoutez le message fort de ce ministre de la Défense. Nous avons déployé une frégate de la Royal Navy et des avions pour surveiller et suivre chaque mouvement de ce navire. Le Yantar a dirigé des lasers sur nos pilotes. Cette action russe est extrêmement dangereuse. Mon message à la Russie et à Poutine est celui-ci. On vous voit, on sait ce que vous faites. Et si le Yantar se dirige vers le sud cette semaine, nous sommes prêts. Ça veut dire quoi, nous sommes prêts ? Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots quand on dit nous sommes prêts à Vladimir Poutine ? D'abord, il y a la guerre, c'est aussi de la communication. Et la communication, c'est montrer ce que sont les limites de l'exercice, la détermination. Alors, il se trouve que dans l'histoire, la Grande-Bretagne a toujours réussi à montrer sa détermination à se défendre et même à aller au-delà de sa propre défense. C'est l'esprit churchillien.
La France, avec un gouvernement démissionnaire, a trouvé un héros national qui était le général de Gaulle, ce qui lui a montré une capacité à la création de ce fameux esprit de résistance, ou ce que j'appelais tout à l'heure le fameux lien armée-nation, qui est au cœur de la création d'une armée de conscription qui l'a levée en masse, etc., qui est une partie de notre roman et de notre récit national, même si c'est pas exactement la même chose. Et donc, on a des enjeux qui sont ceux de montrer de la détermination. D'ailleurs, il faut souligner que les Baltes, y compris malgré une forte population russophone chez eux, notamment les Lettons, ont toujours été extrêmement déterminés à défendre leur indépendance nationale et à le dire. Je peux me permettre justement d'intervenir sur ce point. Est-ce que ça veut dire être prêt, par exemple pour nous, la question du service militaire ? L'opinion nous dit que oui, Emmanuel Macron compte réinstaurer une mobilisation sous les drapeaux sur une base volontaire. Et c'est assez ambitieux. L'objectif, c'est d'avoir 10 000 jeunes d'ici 2030. Ça durerait 10 mois. Donc 10 000 jeunes, filles, garçons, en 2030 et 50 000 en 2035. Selon Europe 1, une mise en œuvre pourrait avoir lieu dès 2026. Ça veut dire ça ? Indiqué, la loi de 97 n'a pas supprimé le service national, service militaire devenu service national, mais elle a juste suspendu. Les modalités sont diversifiées et un service militaire ou national, il n'est pas uniquement volontaire, parce que les options de service volontaire, nous en avons eu déjà une demi-douzaine de versions, y compris dans l'espèce de truc qui n'a pas bien fonctionné et qui était aussi une idée du président Macron. Donc l'idée qu'il y ait une option ouverte à de jeunes gens ou de jeunes filles pour continuer à servir le pays sous une forme ou sous une autre est un vrai enjeu, mais reconstruire le service militaire, même volontaire, est un immense enjeu dont les armées expliquent elles-mêmes aujourd'hui qu'elles ne sont pas en situation ni budgétaire, ni financière, ni immobilière de répondre. Mais il faut envoyer ce message pour envoyer l'idée d'une crédibilité dans l'éventualité d'une guerre avec la Russie, Le général de Gaulle, très justement, expliquait que la dissuasion nucléaire ne fonctionnait véritablement qu'avec une puissance de force conventionnelle. Tous les dirigeants français ont oublié la deuxième partie du discours en expliquant que grâce à la dissuasion nucléaire, il ne nous arriverait jamais rien. Chacun a pu constater au moins depuis 2001 que ça n'est plus vrai. Les attentats du 11 septembre contre la plus grande puissance nucléaire du monde montrent que c'est pas vrai. Mais depuis 2001, nous nous cachons derrière notre petit doigt en continuant avec détermination à désosser nos armées. Donc voilà, les comptables de Bercy feraient mieux d'aller chercher les 60 milliards qu'ils ont perdus. Et à moins s'occuper des armées pour leur redonner des moyens. Alors, Sonia Dridi nous attend à Washington. On arrive dans un instant. Juste rapidement, Elisabeth et Colonel, vous entendez sur cette histoire de service militaire. Colonel, il faut pousser les feux, ne serait-ce que pour envoyer le message à la Russie. Bon, ça demanderait de long développement, mais en gros, malheureusement. Militaire, oui, pourquoi pas, mais surtout pourquoi faire. C'est toujours pareil. On a un blocage en France qui consiste à refuser d'envoyer des conscrits au loin. Combattre au loin, c'est depuis l'expédition de 1895 à Madagascar. Donc la question, c'est service militaire à l'ancienne, on va dire, en France. Ça a absorbé beaucoup de ressources, très bien, mais il faut que ça serve à quelque chose, que ça augmente les capacités de l'armée française. Si on dit non, il ne bouge pas du territoire national, en réalité, on va réduire les capacités de projection de l'armée française. Elisabeth ? Alors, juste entièrement d'accord avec Michel Goya. Il faut savoir ce qu'on va faire avec. Il faut savoir que d'autres pays ont remis en selle la conscription. Je pense notamment aux Lettons, aux Lituaniens, aux Finnois. Mais il faut savoir pourquoi. Et il faut aussi penser que peut-être il faut préparer la population tout simplement, donc, comme certains pays nordiques ou pays baltes, qui n'est pas forcément un service militaire, mais chacun qui peut, médecin ou autre, civil, être utile pour la nation si quelque chose arrive. Alors, et si les propos du général Mandon étaient aussi motivés par le fait que les Américains quittent l'Europe progressivement et que nous serons bientôt seuls en première ligne dans tout ce qui nous concerne aujourd'hui? Faut-il voir d'ailleurs un signe de cet abandon dans les informations majeures qui sont parues ces dernières heures? La Maison-Blanche et le Kremlin, et l'Ukraine vient de le confirmer il y a quelques instants, ont transmis un plan faisant la part belle aux exigences russes sur la fin de la guerre et la sécurité du continent. C'est en 28 points. On en parle avec vous, je le promettais, Sonia Dridi. Merci beaucoup d'être avec nous. Journaliste accréditée à la Maison-Blanche pour LCI. Bon, on va faire simple, Sonia. Est-ce que cette fois, Trump lâche l'Ukraine ?
Alors, il semble que ce plan soit encore négociable sur certains points, mais en effet, cette administration est prête à lâcher l'Ukraine pour arriver au plus vite à un accord. Alors, pour l'instant, la Maison-Blanche n'a fait aucun commentaire, mais cela devrait arriver d'ici peu, puisque dans 1 heure, ici, dans la salle de presse de la Maison-Blanche, il va y avoir un point presse avec la porte-parole de Donald Trump. Alors, on sait que le président américain, ces dernières semaines, était extrêmement frustré envers la Russie, a imposé de nouvelles sanctions, mais fin octobre, son envoyé spécial Steve Witkoff a rencontré à Miami un émissaire russe et c'est là que ce plan aurait commencé à être élaboré. D'ailleurs, il y a beaucoup de frustration ici à Washington. Beaucoup reprochent à Witkoff de travailler seul, d'être facilement influençable vis-à-vis des arguments du Kremlin. Et d'ailleurs, certaines personnes à la Maison-Blanche et au département d'État qui auraient dû être informées de son nouvel effort d'arriver à un accord avec les Russes, eh bien, ne l'ont pas été. Donc ça grince un peu des dents. Par contre, ce plan ne surprend pas non plus grand monde ici parce que Donald Trump a été assez clair depuis le début. Il pense que pour arriver à la paix, eh bien, l'Ukraine doit accepter certaines demandes de la Russie. Merci infiniment Sonia Dredi, en direct depuis la Maison-Blanche et bien sûr, voilà, vous l'avez compris, encore de nombreux développements à suivre en direct depuis Washington. Et donc, je posais la question comme ça, Alain Bauer, est-ce que le général Mandon prononce aussi les mots qu'il prononce ces dernières heures parce qu'il faut nous préparer à être seuls, c'est-à-dire seuls sans les Américains, et que c'est ça l'histoire qui s'écrit? Le général de Gaulle avait proposé 2 plans à la suite pour créer une véritable défense européenne et ne pas dépendre des Américains. Tous les Européens lui ont claqué la porte au nez. La démonstration est faite une nouvelle fois que les conditions de souveraineté, c'est pas tout seul, mais c'est suffisamment indépendant pour pouvoir montrer une voie différente et qui n'est pas d'être subordonné ou vassalisé ou finlandisé, quel que soit l'opérateur de service. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, à un moment ou à un autre, la seule véritable puissance nucléaire en Europe, c'est la France. Nos amis britanniques ne sont qu'une demi-puissance nucléaire pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais qui sont longuement débattues plus tard dans la soirée chez vous aussi. Et donc, à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait un leader du clan des volontaires, du clan des véritables Européens, du clan de ceux qui veulent une indépendance et une souveraineté européenne, ou en tout cas qu'il y ait une Europe puissance et pas seulement une Europe consommatrice et vassalisée. Il se trouve que la voie est un peu affaiblie du fait de nos problèmes budgétaires, mais que les configurations internationales et les choix de l'administration Trump, qui est America First et qui se fout comme de l'an 40 de l'Europe, mais Obama aussi. Trump, dans cette affaire, le dit brutalement, mais le pivot pacifique, c'est l'administration Obama qui l'a véritablement lancé. Et oui, à un moment ou à un autre, le continent européen soit existera, soit mourra. Et à un moment ou à un autre, il faut aussi le dire d'une manière extrêmement précise et claire. De ce point de vue-là, le président de la République, pour qui je n'ai pas toujours des mots aimables, est plutôt dans son rôle, un peu seul, mais les Européens parfois se réveillent, parfois non. Quand on continue à acheter du F-35, on ne fait pas de la souveraineté européenne. Quand la Commission européenne prévoit un espèce de pot pourri de matériel essentiellement américain pour continuer un contrôle, parce que quand vous achetez américain, vous ne savez pas exactement ce que vous pouvez faire ou pas faire avec votre F-35 ou n'importe quelle vis américaine qui vaut $1. Donc l'enjeu, il est important. Je ne crois pas que le général Mandon ait fait ça à cause du plan en 28 points de Witkoff, puisqu'on sait tous depuis des mois, et notamment la rencontre en Alaska, ce qu'est la nature des propositions américaines, mais il le fait parce qu'il y a une logique désormais qui est celle de maintenir une certaine forme de souveraineté ou la plus grande souveraineté possible dans une configuration très dégradée.